Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le 15 mai 2025, on a une petite correction sur le marché des cryptos. Bon, c'est léger, mais quand même, on a un BTC qui redescend tranquillement vers les 102 000 $. Donc, on reste quand même dans la partie haute du range que la partie basse. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a les altcoins aussi qui corrigent un petit peu. Et rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait vu ensemble? Alors que les altcoins déjà étaient plutôt bons. Alors, pas vraiment, enfin plus à court moyen terme par rapport au funding, par rapport à Bitcoin Dominance qui se retournait, par rapport à ETH qui était monté. Donc ça, c'était super positif. Et là, le fait d'avoir une petite correction comme ça permet à un gros nombre d'altcoins de revenir en fait pullback sur le ruban de mode mobile, là, un peu que je vous ai beaucoup parlé dans les dernières vidéos, et du coup d'avoir des setups d'entrée qui sont plutôt intéressants. Donc je vous avais déjà montré dans la dernière vidéo que je m'étais positionné sur quelques altcoins, mais très légèrement parce que je voulais avoir de la liquidité au cas où si on faisait ce genre de correction pour pouvoir rentrer plus fort. Du coup c'est ce qui est en train de se passer, et donc je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai changé de nouveau mes trades, sur quoi je suis rentré. Je vous ai fait une liste d'altcoins sur TradingView sur lesquels je suis rentré. Il y en a quand même bien, je dirais 5-6 environ, et à chaque fois en fait c'est le même setup où on vient pullback sur le ruban de mode mobile, on vient revenir sur ce niveau-là. Alors c'est pas une certitude encore une fois que on va rebondir pour la plupart des altcoins là-dessus et qu'on va repartir. On peut très bien passer en dessous, mais c'est vrai que dans ce genre de situation, on a le Bitcoin qui est quand même plutôt haussier. Le seul problème qu'on a, c'est qu'elle est quand même sur la partie haute de son range et qu'on peut revenir en bas du range, et ça pourrait être beaucoup plus problématique pour les altcoins, mais c'est un peu le seul bémol qu'on a. Après, pour le reste, on a ETH qui a bien performé, donc là en fait on a une liquidité qui pourrait commencer à se verser plus sur les autres altcoins. On a une Bitcoin Dominance qui s'est quand même pas mal retournée, donc en fait c'est une tendance qui s'inverse pour Bitcoin Dominance. Et vous allez voir aussi au niveau de tout ce qui est open interest et surtout funding sur les altcoins, c'est hyper intéressant. Donc voilà, on va plutôt se focus là-dessus pour cette vidéo, et je vais vous montrer aussi quelques indicateurs là sur Twitter au niveau de BTC qui sont hyper intéressants. J'en ai 2-3 à vous montrer qui sont pas mal du tout. Et donc on commence directement avec Twitter. Alors regardez ça, la dinguerie. Alors je pense que vous l'avez vu passer, ça a fait énormément de bruit. Vous voyez juste par exemple, regardez sur ce tweet. Non mais les gars, c'est abusé, hein. C'est en France pour 36 000 likes, c'est énorme. Alors déjà sur Twitter, normalement, ce genre de stats c'est énorme, mais alors dans le monde de la crypto, c'est lunaire quoi, ça arrive jamais. Mais bref, la vidéo elle a tourné partout, ça a fait des millions de vues. C'est une dinguerie que ça ait pu être filmé comme ça dans la rue, et que on peut voir ça. Et en fait c'est pas plus mal que ça a été filmé, parce que en fait c'est beaucoup plus facile pour nous de mettre une image sur la violence que c'est et sur le scandale que c'est. Et en fait on se retrouve donc de nouveau avec le même problème, le kidnapping des personnes qui sont dans la crypto, enfin des proches des personnes qui sont dans la crypto. On en a eu beaucoup là déjà depuis novembre-décembre, depuis le bull run. On a eu peut-être, je sais pas, une dizaine de tentatives d'enlèvement, et il y en a qui ont marché. On avait eu un cofondateur de Ledger, on avait eu pas mal d'influenceurs crypto aussi qui avaient eu ce problème-là. Sauf qu'à chaque fois, en fait, c'était des récits, c'était des cas très graves, mais on n'avait pas de visuel par rapport à ça. C'était des témoins qui expliquaient, etc., comment ça s'était passé. Et là, en fait, pour la première fois, on a une vidéo de cette violence en fait de kidnapping. Et du coup, ça a choqué énormément, beaucoup plus largement, ça a choqué énormément la France et les Français, ce qui est du coup d'un côté une bonne chose d'avoir eu cette vidéo pour mettre la lumière à fond là-dessus. Donc ça fait beaucoup parler, et en fait je vous laisserai aller voir les images si vous les avez pas vues, mais en fait il y a c'est une personne, c'est la fille je crois d'un CEO d'une plateforme d'échange crypto qui a voulu se faire kidnapper, et en fait son conjoint s'est interposé, et en fait ils avaient un enfant de 2 ans il me semble avec eux. Et du coup, il y a des gens dans la rue, alors il y en a, ils ont eu trop peur, ils n'ont pas aidé, et il y en a qui ont, comme lui avec les centers, qui ont essayé de les faire fuir, mais les mecs, ça se voit, ils sont pas du tout préparés, quoi. Ils arrivent n'importe comment, ils mettent des coups de couteau aux gars, ils sont pas du tout professionnels, donc ça se voit que c'est complètement fait par des amateurs, et en plus de ça, du coup, ils lâchent des grands coups de couteau comme ça dans le mec, c'est abusé. Et du coup, là, on a une vague d'indignation par rapport à ça, et surtout une vague de personnes qui sont dans la crypto et qui sont en mode, vas-y, moi je vais commencer à partir de la France. Alors moi, c'est déjà le cas depuis plus de 4 ans, maintenant ça fait plus de 4 ans que je suis parti de la France. Alors c'était pas pour ces raisons-là, moi c'est pour différentes raisons. À chaque fois, on me dit, c'est pour les impôts en premier. Moi, c'était surtout pour le temps, parce qu'en fait, moi, j'adore être dehors, et le fait d'avoir, je sais pas, 6-7 mois de l'année où c'est pluvieux un peu, c'est nuageux et tout, ça me saoule. Et j'adore être dans des pays où il fait chaud, où il y a du soleil et où je suis au bord de la mer. Du coup, je pense que c'est la raison principale pour laquelle je suis parti, mais après, c'est vrai qu'il y a les taxes, il y a aussi la mentalité qui change, le fait d'être dans un autre pays, je trouve, qui est pas francophone. Et en fait, t'es pas happé par les médias. C'est-à-dire que moi, par exemple, les médias français, je les regarde beaucoup moins depuis que je suis plus en France. Parce qu'en fait, ça m'intéresse plus vu que j'habite plus en France. Et vu que les médias, je pense que c'est plutôt quelque chose de négatif, parce qu'en fait, ils vont plutôt pousser les news négatives que positives, je pense que c'est une bonne chose. Enfin bref, il y a plein de raisons. Mais du coup, ce que j'explique dans mon tweet, c'est que ça fait 4 ans que je vis à l'étranger, et en fait, là, depuis ce qui s'est passé, les premiers enlèvements, moi, je prends zéro risque par rapport à ça. Depuis les premiers enlèvements là qu'on a eu en fin d'année, j'ai pris pas mal de mesures de sécurité. Alors j'en ai pris 2 grosses, c'est déjà, j'utilise le multisig, et ça, je vous conseille de le faire si vous commencez à avoir pas mal de fonds en crypto. C'est en gros, c'est juste le fait d'avoir un wallet
avec plusieurs personnes pour l'ouvrir. Alors c'est pas très pratique à faire, ça coûte des frais, c'est galère à mettre en place et j'ai pas accès à mes fonds rapidement. C'est-à-dire si je veux avoir accès à ces fonds, bah il va me falloir plusieurs jours. Mais derrière, c'est plus sécurisé. Parce qu'en fait, tu peux mettre 2, 3, 4, 5 personnes sur un multisig. Et moi, ça te permet que si tu veux débloquer ton wallet, il faut que les 5 personnes se réunissent pour pouvoir débloquer ce wallet-là. Et du coup, si tu te fais enlever ou kidnapper, voilà, t'as pas la possibilité de pouvoir le déverrouiller aussi facilement. Et après, le but, c'est de le dire, en fait, tout simplement, publiquement, pour que les gens soient au courant. Ensuite, le deuxième chose que moi, je fais depuis je vous en ai déjà parlé, mais depuis la fin d'année, c'est changer, en fait, d'investissement. Malheureusement, moi, je kiffe les cryptos. En vrai, j'aurais bien mettre plus de capital dans les cryptos, mais par rapport à ce risque-là, je préfère en mettre moins. Et aussi, surtout, j'ai envie de me diversifier parce qu'en fait, l'instabilité, même si parfois j'avais beaucoup de capital en crypto, l'instabilité que c'est avec la volatilité, c'est trop, quoi. C'est tout le temps stressé. Enfin, t'es tout le temps en mode, tu sais pas si dans une semaine tu vas manger des pâtes ou si tu vas manger du caviar. Du coup, c'est pour ça, moi, que j'ai pas mal investi là depuis un bon 6 mois dans l'immobilier et que chaque, en fait, cash out que je fais dans les cryptos, je le réinjecte dans l'immobilier et j'essaie de garder le moins de crypto possible pour éviter ce problème-là. Et ça aussi, du coup, faut le dire publiquement. Et après, j'ai mis d'autres systèmes en place aussi de sécurité que du coup, j'évoque pas ici parce que pour éviter que ça se sache parce que ça c'est pas à savoir, mais qui sont aussi assez efficaces. Mais bon, au final, le vrai problème à résoudre, c'est pas la sécurité personnelle, mais c'est bien l'insécurité qu'on a en France. Et ce qui est malheureux avec ça, c'est que on se retrouve à suivre un peu l'exemple qu'au font l'Angleterre. L'Angleterre, ils sont vraiment gangrénés par l'insécurité de plus en plus, et en fait, la France, elle prend le même chemin. Et juste, en fait, l'Angleterre, c'est nous dans quelques années, quoi. C'est juste de pire en pire. Et moi, ce qui me rend fou, c'est de voir, par exemple, un Nayib Bukele au niveau du Salvador. Alors, il a été très strict dans sa façon de faire. Et forcément, il y a eu des innocents qui se sont passés un peu à la trappe. Mais je trouve que dans l'ensemble, ça vaut le coup. Et en fait, derrière, avec un bien plus petit budget que nous, il a réussi à stopper une criminalité qui est bien plus forte que celle qu'on a en France. Alors, je vois pas comment, en fait, on pourrait pas réussir à stopper ce problème-là, alors que on a plus de budget et moins de criminalité que ce qu'on pourrait avoir au Salvador. Après, le problème, c'est tout ce qui est politique, etc. Et malheureusement, tous les services de police, d'élite, de la police, d'élite nationale, qui travaillent là-dessus sont super efficaces, super bons. Et en fait, le gros problème, c'est les peines derrière pour ce genre de choses qui sont pas assez élevées. En fait, les sanctions sont pas assez élevées. Et du coup, ça ne dissuade pas les gens de continuer. Mais bon, je me dis qu'au bout d'un moment, les mecs, ils vont capter que si, là, franchement, il y a eu zéro. C'est-à-dire que sur toutes les tentatives de kidnapping qu'il y a eu, sur, je sais pas, il y en a eu 8, 9 peut-être en France, là, dernièrement, il y en a eu aucune qui a été concluant. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui a été rentable, où ils ont pu prendre l'argent et puis partir avec et pas se retrouver. Parce que même si le kidnapping marche et les cryptos sont envoyés, après derrière, les fonds peuvent être gelés, on peut les retrouver, on peut les retracer, et en fait, on retrouve. Et du coup, je comprends pas comment les gars qui braquent, ils captent toujours pas ça, quoi. C'est une dinguerie. Enfin bref, ouais, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres, et dans tous les cas, moi je suis du côté des victimes, et j'espère vraiment que ce soit pour la France ou les gens qui habitent en France, que ça s'améliore de ce côté-là, quoi. Bon, petit moment un peu triste par rapport à ça, mais bon, c'est pas grave. On passe sur le positif avec les indicateurs que je vais vous montrer. J'en ai 2 à vous montrer là sur Bitcoin que je trouve excellents. Alors le premier, on vous a fait une combinaison de plusieurs indicateurs. Merci à mes rédacteurs qui vont chercher ces indicateurs-là, qui prennent le temps de faire des belles analyses là-dessus, ça régale. Bon, du coup, cet indicateur, c'est une combinaison donc du MVRV, Reserve Risk, Pool Multiple et SOPR. Alors quand on les prend un par un, ces indicateurs normalement que vous devez déjà plus ou moins connaître, on a déjà vu pas mal de fois ensemble, et en fait en les combinant tous ensemble, c'est trop intéressant. Ça permet vraiment de bien calculer, je trouve, les bottoms et les tops de marché. Alors ouais, ça fait une sorte d'oscillateur qu'on a ici, en fait avec donc la zone de neutralité qui est ici à 1, si je me trompe pas, ah non qui est à 0. Et en fait, quand on va passer au-dessus, vous voyez, des 0,85, on va se retrouver sur un top de marché. Et en fait, quand du coup on combine, donc vous voyez là il y a le rouge, c'est réserve risque, le bleu, c'est Puel. Ensuite, le jaune, le SOPR et MVRV. Et vous voyez, il est en vert. Et en fait, quand on combine tout ça, vous voyez, ça donne la condition somme qui est ici et qui, du coup, suit qui crée cette courbe noire. Et on voit qu'à chaque fois, vous voyez, il nous trouve le top. Le top. Inversement, quand on descend en dessous des 0,70, en fait, on est sur le bottom. Et de nouveau, vous voyez, petit bottom ici, top ici, bottom, top, bottom. Et en fait, ce qui est puissant avec ces indicateurs, c'est que on peut penser qu'en fait, il nous marque le bottom ou le top une fois qu'on est passé, mais non. C'est-à-dire que dans le moment où on est dans le top, qu'on est ici, hop, il le marque. C'est un peu comme le Psique Indicator. Donc c'est pas mal du tout. Et ouais, la dernière fois qu'ils ont mis un signal, c'était pour le bottom ici, et ça avait plutôt bien marché parce que c'était au moment de FTX. Et ce qui est intéressant, c'est que il a failli passer dans le top. Vous voyez, 2 fois, on n'était pas loin de passer dans le top, et on n'est pas passé. Et effectivement, il avait raison, parce que vous voyez, c'était pas le top du marché. Et de nouveau, là, il a failli passer au niveau de novembre, et de nouveau, c'était pas le top de marché. Et ouais, pour l'instant, on est à 0. Donc, en fait, on a encore de la marge pour revenir un peu dans la période de FOMO, dans la période de top qu'on a eu ici ou ici, pour avoir ce signal-là.
attention quand même, faut pas forcément attendre le signal pour vendre en fait, parce que on peut très bien faire une surchauffe comme on a eu ici, sans vraiment atteindre les 0,85, mais s'arrêter par exemple un petit peu avant, à 0,81. Du coup, si on s'arrête à 0,81, on sera quand même très haut au niveau de la surchauffe, sans avoir le top qui se dessine, quoi. Ça, c'est possible. Mais c'est vrai que voilà, si ça repart, de toute façon, je le remontrerai. Du coup, ça voudrait dire qu'on est en phase de surchauffe, on est en phase de FOMO. Donc, il faudra commencer à regarder, à cash out, à trouver des endroits où cash out. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est pas du tout le cas. Deuxième indicateur que je trouve aussi vraiment pas mal, c'est le Sell Side Risk Ratio. En gros, cet indicateur, il mesure la pression potentielle de vente. Donc en fait, quand on est dans la zone rouge ici, rouge-orange, on est sur un risque élevé de vente massive. Inversement, on est dans la zone bleue, on est dans un risque faible où les holders sont solides. Donc en fait, nous, notre but, c'est plutôt d'acheter dans la zone bleue pour revendre dans la zone rouge. Ok. Et ça dépend pas forcément du prix du BTC, ça dépend vraiment du momentum du marché. On le voit ici, vous voyez, toutes les fois où en fait on était dans la zone bleue, on était plutôt sur des zones de bottom, vous voyez, où il fallait plutôt acheter, ça marche plutôt bien. Et inversement, dès qu'on passait dans le rouge, vous voyez, zone de top. Alors c'est beaucoup plus large, parce que vous voyez, on pouvait vendre ici, mais dans la globalité, vous voyez, on voit que là, on a vraiment zone de bottom, zone de top. Pareil, vous voyez, zone bleue ici, zone de bottom, hop, zone de top, zone bleue, donc toutes des zones de bottom. Ensuite, petite zone de top, zone bleue, zone de bottom, petite zone de top, petite zone de bottom. Donc super intéressant là, parce que pareil, lui, il marque vraiment au moment où on est dedans, en fait, il nous marque le top ou le bottom, et surtout, historiquement, sur les derniers bull runs, ça a plutôt bien marché. Et actuellement, vous voyez, on vient de sortir de la zone bleue, donc on vient de sortir de la zone de risque faible, holder solide, donc c'est vrai que c'est plutôt un moment intéressant pour rentrer, c'est plutôt un moment intéressant pour ne pas être inquiet là au niveau du FOMO. Et par contre, quand on revient dans le rouge, comme on arrivait ici en novembre, ou alors même en juin 2024, on a trouvé notre top, là, il faudra, pareil, commencer à cash out. Mais pour l'instant, on a la marge avant d'y arriver. Et en fait, ce sera sûrement quand on va monter un peu en flèche, peut-être à 120 000, 130 000, 140 000, que là, boum, on arrivera dedans. Donc, vous voyez, si on combine ces deux indicateurs, les deux sont au même endroit, en fait. Les deux sont en zone de un peu de neutralité, de zone aucun FOMO, avec pas mal de marge avant d'atteindre un FOMO et un top temporaire, quoi, ou un top final pour le bull run. Donc ouais, c'est intéressant et on vous le repassera en fait le jour où ils passeront en mode top. Bon, ensuite, je voulais vous parler d'Ethereum, parce que on a Ethereum qui attaque son point pivot des 2007-2008. Alors il me semble pas qu'il est passé, on va le voir après. Mais vous voyez là, gros point pivot pour Ethereum, parce que là, vous voyez, on avait déjà commencé à le tâter là en août-septembre, vous voyez, avec toute la zone de range ici, on avait fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois on l'avait break. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on était revenu dessus, qu'on avait commencé à plonger fort. Et vous voyez, pareil, on se fait rejeter plusieurs fois et bam, là, on avait commencé à plonger. Enfin, c'était aidé de support au niveau des clôtures daily, boum, on avait plongé. Et là, du coup, on revient dessus. Donc, pareil, point pivot, c'est un peu comme les 92 000 $ qu'on a sur BTC. Donc, c'est vraiment un niveau hyper important à surveiller. L'autre chose qui est vraiment positif, c'est le retournement de THBTC qu'on commence à avoir. Alors, c'est encore léger, mais vous voyez, c'est le support vraiment long terme historique qu'on a de 2020. Donc, ça fait depuis 2020 qu'on n'était pas revenu sur ce niveau. C'est quand même hallucinant. Et ce qui est le plus fou là-dedans, c'est que pour revenir sur le même ratio de ETH contre BTC en termes de capitalisation par rapport à 2021, il faut faire un plus 244%. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que il faudrait qu'on ait un ETH à 9 300 $ si BTC est au même prix qu'actuellement à 104 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire que si on prend la capitalisation d'Ethereum par rapport à BTC de 2021 et on l'applique à maintenant, ça voudrait dire qu'on a un Ethereum à 9 300 $ avec un BTC à 104 000 $. C'est juste impossible qu'on revienne à cette capitalisation-là. Et de toute façon, on l'a vu en 2017, alors j'ai pas l'historique avant, mais en 2017, on avait fait un point haut au niveau de la capitalisation qui était par ici, qui était beaucoup plus haut que 2021. Et du coup, c'est possible que celui-là, il soit plus petit, vous voyez, on fasse un petit rebond comme ça, et boum, qu'ensuite on rechute. Et qu'il soit plus petit qu'encore celui de 2021. Mais même si par exemple on revient ici, vous voyez, à cet endroit-là, on sera à peu près à 90%, ça ferait qu'on aurait un Ethereum à peu près à 5-6 000 $, ce qui est très correct. Donc moi, je parie plus là-dessus. Et aussi, ce qui est positif là-dedans, par rapport à Ethereum, c'est que, rappelez-vous, quand ETH prend une liquidité, souvent le reste des altcoins suivent. Et justement, on peut passer directement sur les fundings. Alors là, vous voyez, je suis sur la funding rate heatmap, donc c'est tous les fundings des altcoins, rappelez-vous là, BTC, ETH, Solana, etc. La plupart des altcoins, des gros altcoins sont ici, et du coup, on voit leur funding. Donc leur funding, c'est par rapport à quoi? C'est le nombre de longues comparé au nombre de shorts. Donc, si on est dans le orange, ça veut dire qu'on a de plus en plus de longues qui se positionnent. Si on est dans le vert, même violet, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de shorts qui se positionnent. Et on voit du coup les pourcentages. Vous voyez, quand c'est vert, on est légèrement en positif. Quand c'est orange, on commence à être très très en positif. Et quand c'est violet, comme ça, on est en négatif. Donc voilà, on est repassé dans le vert, ça a commencé à surchauffer et boum, on repasse dans le vert. Alors du coup, on pourrait se dire, putain, non, en fait, c'était un faux départ et au final, il n'y aura rien sur les altcoins. Moi, je pense pas vraiment. Je vais vous montrer un peu comment ça se passait quand on a eu les dernières phases de surchauffe. Vous voyez, en 6 mois, on a eu phase de surchauffe. Ensuite, boum, tout vert et boum, ça repart en phase de surchauffe. Et en fait, on peut même se mettre en un an pour un peu mieux le voir. Regardez, on le voit très bien ici, vous voyez. Regardez,
première phase de surchauffe ici en orange. Alors c'est même très léger au début, ouais, on l'a un petit peu ici, c'est plus ce qu'on a vécu là. Et ensuite vert, et ensuite orange, et ensuite vert, et ensuite orange, et ensuite vert, et ensuite orange, etc., etc. Jusqu'à arriver à la phase complètement orange où là, ça fait que monter. Et en fait, ça c'est dû à quoi? C'est dû tout simplement aux phases haussières d'un altcoin. C'est-à-dire que quand un altcoin il monte pas tout droit. C'est-à-dire que il va monter, hop, quand il a bien monté, bah ça c'est la phase orange. Et ensuite, une fois qu'il a bien monté, hop, correction, vous voyez, dans une tendance haussière. Et en fait, cette correction dans la tendance haussière, ça forme du coup les phases vertes où tous les fundings redescendent. Et une fois qu'il a corrigé, et ben boum, il remonte plus fort. Et du coup là, boum, phase orange. Et ensuite, une fois qu'il est bien remonté, boum, il recorrige, phase verte. Et boum, il remonte encore, et phase orange, etc., etc. Et en fait, là, actuellement, sur les altcoins, vous voyez, on a eu une première phase haussière. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un petit peu d'orange. Alors, c'est très, très léger, hein, c'est juste plutôt un rebond. Et là, on commence du coup à avoir une correction actuellement sur les derniers jours. Et ce qui peut encore se prolonger pendant quelques jours. Du coup, phase vert. Et ensuite, derrière, le but, ça va être, boum, de remonter et du coup, de recréer des fundings orange de ce côté-là. Ouais, c'est un peu ce qu'on vise. Du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de se positionner maintenant sur les altcoins et que je vous montrerai après sur lesquels je me suis positionné. Malgré ça, il faut quand même le préciser, on est sur les altcoins, on est sur des actifs très risqués, sur un marché très risqué. Donc là, on est au maximum du risque. Donc en plus de mettre du levier sur les altcoins, c'est vraiment le risque maximal. C'est-à-dire que vous prenez le marché le plus risqué, les actifs les plus risqués de ce marché, et vous ajoutez du levier, le truc le plus risqué que vous pouvez faire. Donc on est sur un niveau de risque qui est très très élevé. C'est pour ça que moi personnellement, je mets des pourcentages de mon capital très faibles sur ce genre de risque-là, quoi. Mais derrière, comme je vous l'ai montré la dernière fois avec Mood, là, où j'ai mis genre 1005 dessus et je me suis retrouvé avec 80 000 dessus, ça a puisé, on peut avoir des gains qui sont assez énormes. Donc voilà, ça c'est pour les altcoins. Pour BTC, au niveau des liquidations, c'est intéressant. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait en 2 semaines au niveau des liquidations? On avait toutes les liquidations qu'on avait au niveau des 93 000. 93 000 qui est quand même une grosse zone importante pour BTC sur laquelle on pourrait revenir. Et ça va être aussi déterminant pour les altcoins. Parce qu'en fait, le truc, c'est que si BTC vient décrocher, hop, il vient en bas de son range, on vient chercher les 92 000. On a vu ensemble parce qu'il y a le gap CME, c'est le bas du range, c'est aussi toutes les zones de liquidation à ce niveau-là. Là, les altcoins, oubliez l'entrée qu'on a sur les altcoins, tout va se faire sortir parce que les altcoins vont faire minimum moins 10%. Et là, du coup, il faudra re-rentrer plus bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre non plus énormément de capital pour garder les liquidités de côté aussi au cas où ça redescend et si on a de nouveau une opportunité sur les altcoins. Donc ça, c'est à prendre en compte. Dans ce cas-là aussi, ce qui serait super intéressant, c'est de voir comment réagissent les altcoins au niveau de la baisse par rapport à BTC. Si on voit que les altcoins baissent moins que BTC, ça sera super bullish par la suite parce que ça veut dire que les altcoins ont une meilleure force acheteuse que BTC et ça arrive que très rarement. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Sinon, autre chose par contre qui est cool pour BTC, c'est qu'on a une petite zone là de support qui est ici au niveau des 101 000 $. Donc c'est possible que, vous voyez, au final, on se relance là et qu'ensuite on aille chercher la TH. Et surtout au-dessus de nous, regardez, en une semaine, alors peut-être même en un peu moins, ouais, en une semaine, même en 3 days, on doit le voir, on a pas mal de liquidations qui se sont formées, vous voyez, juste au-dessus de nous vers les 106 000. Et donc ça, c'est une bonne chose aussi parce que ça veut dire que le cours peut pousser pour aller liquider ses shorts, vous voyez, en premier. Et donc aller plutôt chercher vers le haut. Et ça, du coup, les altcoins, forcément, ils en profiteront derrière. Au niveau de BTC aussi, on a toujours l'open interest qui est assez haut. Et ça, c'est une super chose, vous voyez. On a l'open interest qui ne faiblit pas. C'est-à-dire qu'on a autant de positions qui restent ouvertes sur le marché. Bon, c'est pas forcément bon, mais ce qu'il faut le combiner, c'est avec les fundings. Et les fundings sur BTC, ils sont là aussi très très bas. Et ils sont même passés négatifs à un moment. Je sais plus où, mais ouais, par là, ouais, ils sont passés en négatif à un moment. Et là, actuellement, ouais, ils sont à 0,0043. C'est très très faible. Donc ça veut dire que la plupart des gens sont... Alors, il y a quand même une majorité de longues, mais on n'est pas du tout dans le FOMO des longues. On n'est pas du tout dans un marché où tous les gens sont en mode vas-y, faut long. Et au contraire, on a plus de shorts qui se mettent de plus en plus en place, plus que les derniers jours. Donc ça veut dire que le marché peut prendre à revers ces shorts-là et monter. Donc voilà, ça c'est plutôt positif en tout cas. Donc voilà, je reviens sur BTC. Vous voyez, pour l'instant, on monte vraiment par escalier. Hein. Donc vous voyez, hop, on monte par escalier, on monte par escalier. Et donc là, ça pourrait être parfait de faire de nouveau une petite marge d'escalier et boum, remonter, répéter ça. Après, le cas contraire, c'est le fait qu'on bute, vous voyez, sur cette grosse zone de résistance qui est quand même la zone de résistance de la TH, pour ensuite revenir en bas et prendre plus de temps, donc prendre plus tout l'été avant de revenir. Ça aussi, ça peut coïncider avec les taux d'intérêt, parce que, rappelez-vous, on a vu ensemble, donc les taux d'intérêt, on pouvait les baisser pour juin, juillet ou même septembre. Sauf que plus on avance, plus les probabilités que les baisses de taux d'intérêt se fassent à ce moment-là se réduisent. Là, pour juin, c'est quasi mort. On est genre à un truc comme 10%. Pour juillet, on doit être un truc comme 30% de chance. Donc, pour juillet, au final, il y a pas de chance aussi. Donc, en vrai, le plus probable qu'on ait, pour l'instant, c'est d'avoir une baisse des taux d'intérêt pour septembre. Ça veut pas forcément dire que c'est mauvais aussi, parce que le marché, il anticipe toujours. Donc, s'il anticipe une baisse des taux d'intérêt pour septembre,
ce sera plutôt positif pour lui. Mais c'est vrai que pour la phase de l'été, on peut avoir un petit coup, pas forcément, voilà, on décroche, on va chercher là, mais un petit coup, plus on prend notre temps, où vous voyez, on vient se poser ici et ensuite remonter. Donc ça, c'est par rapport au taux d'intérêt. Et du coup, vu qu'on est dans cette un peu incertitude-là, moi personnellement, je prends pas de risque sur BTC en tout cas. Je prends pas de risque de rentrer ici et de me dire, vas-y, j'essaie de jouer ça ou j'essaie de jouer ça. Je laisse et j'attends. Je suis même dans le même plan que la dernière fois, c'est-à-dire que mes deux positions que je vais prendre sur BTC, c'est soit ici, tout simplement. Si je vois que BTC revient en bas du range, bah, je prends une grosse position à ce niveau-là parce que il y a le ruban ici, il y a le gap CME à les combler, il y a les liquidations au niveau 93 000, il y a beaucoup de choses. Par contre, si je vois que BTC, bah, il nous refait une marge d'escalier puis il pète, donc c'est-à-dire marge d'escalier là, boum, il pète et qui vient s'installer au-dessus. Attention, je dis bien s'installer parce que c'est ce qu'on avait vu aussi, qu'on avait décalé la TH ici des 70 000 $. Tout le monde était en folie quand on était ici, mais ça suffisait pas. Le fait d'avoir une petite clôture comme ça pourrie, il fallait vraiment, vous voyez, qu'on ait une clôture weekly, pas juste une mèche comme ça, mais une clôture weekly, boum, qui pète pour être sûr qu'on break la TH. Et là, c'est la même chose. Vous voyez, c'est-à-dire que là, si on commence à monter au-dessus des 108 000 $ et qu'on a donc toutes les données, que ce soit Open Interest, funding qui reste bas, donc ça veut dire que les gens ne croient pas à ce mouvement. Là, ça peut être super intéressant de se positionner aussi, parce que ça voudrait dire que le BTC peut pousser beaucoup plus haut, parce que c'est bon moment, en fait, et les gens sont pas en mode FOMO. Et donc là, de nouveau, j'entrerai à ce niveau-là. Mais entre les deux, je prends pas de risque. Au niveau de la BTC dominance, on a un petit rebond léger, vous voyez, qui fait que les altcoins ont pris un peu plus de correction que BTC. Mais vous voyez, la baisse qu'on a fait quand même sur Bitcoin dominance, c'est quand même assez impressionnante. Après, c'est toujours pareil. Avec la Bitcoin dominance, c'est très compliqué de savoir quand il top, en fait, et quand démarre la saison, parce qu'on peut toujours avoir des feintes, vous voyez, comme ça, tac, on remonte, boum, on remonte. Ouais, même là, boum, on remonte. Et là, pareil, ouais, boum, et on peut remonter. Et au final, faux départ. Et du coup, ça arrive pour plus tard. Mais bon, je trouve que ça peut avoir le coup de la jouer avec des petits capitaux. Le Total 3, tiens, qui est très intéressant parce que là aussi, on l'avait vu dans la dernière vidéo, qu'on était vraiment sur une zone pivot pour le Total 3, donc ça veut dire le market cap total des altcoins, un peu comme ce qu'on a sur les 2008 d'Ethereum ou les 92 000 sur BTC. Vous voyez, c'est vraiment la zone long terme qu'on a tenu tout ici. Vous voyez, on s'était fait buter, puis ensuite, on avait pu tenir à chaque fois. Et hop, on était repassé en dessous, on était revenu tester 2 fois, et on avait rechuté. Vraiment, la zone est parfaite, quoi. Enfin, c'est vraiment une zone clé. Et là, de nouveau, ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, fait que monter en ligne droite et boum, dès qu'on est dedans, paf, on se fait stopper. Pas forcément négatif parce qu'en fait, souvent, quand on a une zone clé comme ça, qu'on a eu sur BTC au niveau des 92 000, on vient buter dessus pour ensuite prendre un peu notre temps et boum, péter. Donc, c'est très bien ce qu'on peut faire sur les altcoins et, vous voyez, boum, péter plus haut. Mais voilà, à surveiller cette zone. Maintenant, je vais vous passer les altcoins que je trouve intéressants et je vais vous montrer sur lesquels je suis rentré. Alors, on a déjà premièrement Cookie, que je trouve pas trop mal. Alors, moi, je me suis pas mal aidé du ruban. Je vous ai déjà expliqué la dernière fois. Je vais vous montrer comment le mettre. Allez voir dans la vidéo en commentaire du jour si vous voulez savoir comment mettre ce ruban-là. Je vous le rappelle, c'est pas un indicateur magique. Ça veut dire que c'est pas parce que on est dessus que ça a marché. C'est juste plusieurs moyennes mobiles qui sont additionnés, qui sont superposés et qui nous donnent un peu un lissage de cours. En fait, moyenne mobile, c'est plus un lissage de la volatilité. Donc, ça veut dire qu'on a la volatilité qui est par rapport aux bougies et un moyenne mobile, ça va juste suivre le cours, mais en lissant cette volatilité un peu. Et du coup, en mettant plusieurs moyennes mobiles comme ça très proches, je trouve que ça fait un ruban qui permet de faire un peu ce lissage de cours et donc de voir les zones de retournement, de voir les zones de résistance, de support qui sont pour ce genre de cas plutôt intéressants. Surtout, en fait, moi j'adore cet indicateur quand en fait on a un retournement. C'est-à-dire que quand on est tout le long, en dessous, et que boum, on break, qu'on revient dessus, ça, je trouve ça plutôt pertinent. Et là, vous voyez, c'est plutôt ce qu'on fait sur la plupart des altcoins que je vous montrais où, vous voyez, tout le long on était dessous, hop, on break. Ouais, là on avait un premier rebond et là, boum, deuxième rebond. Donc plutôt intéressant. Donc là, Cookie, on peut pas rentrer en levier dessus, mais en spot, voilà, je trouve ça intéressant. Quoique en levier, il y a peut-être moyen aussi. Donc voilà, ça c'est le premier. Ensuite, j'avais vu Usual. Alors Usual, assez particulier. En plus, il est pas en futur, donc plutôt en spot, mais bon, assez complexe. Vous voyez, tout le long, on était en dessous. Et là, pareil, on vient de passer au-dessus, mais c'est pas très bon. Ce que je préfère par rapport à ces retournements, c'est qu'on a un beau break. Donc une belle première impulsion qui montre que on a de la bonne force acheteuse qui revient pour le rebond, pour le retournement en fait tendance de l'altcoin, et derrière un pullback qui est plus profond et donc avoir une belle amplitude là pour rentrer en fait assez bas. Et là, vous voyez, bon, c'est un peu mou quoi, c'est boum boum. Mais le projet est bien derrière, ils ont eu pas mal de problèmes, je crois, par rapport à leur fonctionnement, donc ça peut revenir positivement, donc à voir, à surveiller. Ensuite, ceux sur lesquels je suis rentré, alors il y a tous les mêmes coins, mais bon, les mêmes coins sont tellement volatiles que ça fait juste le pullback, quoi. C'était moins 30%, c'est un peu énervé. Donc, on va plutôt regarder les altcoins. J'avais AKT sur lequel je suis rentré. Bon, je vous montrerai après sur comment je suis rentré. Mais AKT, il commence à être intéressant lui aussi parce que, vous voyez, regardez, il a eu un joli break qui a bien poussé. Et là, enfin, vous voyez, on venait pullback sur le banc. Donc, une entrée ici avec, voilà, tout le long ici, ça peut être intéressant. On a AT, alors lui, je l'avais déjà montré, mais vous voyez, petit à petit, on revient là aussi. Pareil, énorme pump, vous voyez, au début, beaucoup de force acheteuse.
Derrière, on revient tranquillement dessus. Il y a encore un peu de marge, mais vous voyez, cette zone-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment pertinente, je trouve, pour recharger de la terre. Parce que, regardez, c'est la zone long terme, pivot qu'on avait ici, ici, qu'on a depuis, voilà, depuis quasiment un an. Et le fait de revenir dessus en pullback, vous voyez, quand on l'a cassé, et surtout, regardez, on s'est fait buter dessus, hop, on arrive à la casser. Et rappelez-vous qu'on a un support, bah, souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est paf. Et puis pullback, là, c'est ce qu'on fait avec ce support horizontal. Et en plus de ça, on a le ruban qui vient combiner tout ça. On a le BGB que je trouve très, 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 très intéressant. Alors, pour plusieurs raisons. Alors, c'est pas forcément par le ruban, mais déjà, regardez, si on prend du long terme. Alors, BGB, je pense, c'est le token où j'ai fait la meilleure performance de ma vie. Pas de ma vie, mais de ce bull run. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une grosse recharge à 100 000 $ en bear market 2022. Et j'avais mis dans ces 100 000 $, j'avais mis pas mal de BGB. Et du coup, j'étais rentré ici à 18 centimes au niveau de la structure qu'on avait là. Et j'en ai vendu la plupart ici à 4, 5, 6 $. Après, bon, j'en ai utilisé pour quelque chose dans l'immobilier, mais j'ai aussi utilisé pour réinjecter sur d'autres altcoins où je me suis fait sortir. Donc bon, c'était pas forcément le meilleur cash out, mais derrière, vous voyez, je suis allé chercher un x40, x45 sur ce token, mais j'ai tout vendu. Donc j'ai plus rien. Mais du coup, je trouve ça intéressant de re-rentrer pour moi actuellement ici à ce niveau-là. Alors BGB, il a vraiment un fonctionnement particulier où c'est toujours la même chose. Il monte vraiment par marge d'escalier aussi, mais vous voyez, c'est vraiment phase de latérisation, pump. Phase de latérisation, pump, phase de latérisation, pump, etc., etc. Et souvent, c'est très violent. C'est-à-dire qu'il met un peu de temps à consolider et après, boum, quand il pète fort. Et vous voyez, en weekly, c'est souvent les mêmes structures. En fait, il vient traîner dedans dans une sorte de triangle ascendant et boum, il pète. Et là, du coup, vous voyez, reprenez un peu le même schéma, ce serait peut-être plus un truc comme ça, mais bon, on a encore de la marge, ouais, pour aller chercher ça. Mais là, je pense que ça peut être une belle zone de bottom sur BGB parce que de nouveau, on a vu ensemble, rappelez-vous, les Fibonacci et on voyait qu'à chaque fois, en fait, quand on prenait les Fibos, alors je vais pas vous les refaire, mais en fait, quand vous prenez les Fibos, à chaque correction et vous le mettez ici, souvent, on se situe entre les 0,38 et 0,118. Pour regarder pour chaque correction, vous voyez, quand on est redescendu ici, quand on est redescendu ici, à chaque fois, on revenait entre ces deux zones. Et là, de nouveau, quand on remet les Fibos ici, vous voyez, entre le plus bas qu'on a fait là et le plus haut ici, de nouveau, vous voyez, cette zone qu'on avait ici, donc on avait trois zones vues ensemble, plus en daily, vous voyez, les zones qu'on avait ici, ici et ici, et elle, la première, c'était la plus intéressante, parce que c'est la zone entre les 0,38,2 et les 0,118. Et comme par hasard, eh ben on allait pile dedans, quoi. On est vraiment allé pile dedans, et on est pile venu s'arrêter dedans, quoi. C'est vraiment trop drôle parce que c'était voilà, c'était une zone qu'on avait vue ensemble, mais avant qu'on commence à corriger ici. Donc bref, voilà. Et vous voyez, depuis le début, bah, on a bien corrigé. Et surtout, en fait, BGB, il a une force acheteuse, mais qui est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez la correction qu'il a fait. Sérieux, elle est ridicule, quoi. Il nous a fait un moins 50%, mais comparé à la hausse qu'il a fait avant, c'est abusé. Et en fait, t'as l'impression que lui, là, il a pas du tout corrigé. C'est-à-dire qu'il y a une force acheteuse qui est vraiment forte. Et derrière, ouais, le fait qu'on est ici, ben, je trouve ça vraiment pas mal. Et derrière, hop, on peut combiner le ruban à court terme. Et du coup, alors moi, ça, du coup, je l'ai posé sur BitGet parce qu'il est pas sur les autres échanges. Mais ouais, je suis rentré donc en marché donc ici et j'ai mis un ordre à ce niveau-là avec mon stop loss qui est un peu plus bas à ce niveau-là pour essayer du coup de jouer en fait, voilà, ce rebond-là. Et quand on enlève tout et juste, ouais, on se met en weekly, on voit un peu la structure que c'est, qui est vraiment, je trouve, pas mal du tout. Donc voilà pour BGB. Ensuite, il y a le Chiliz, tiens, sur lequel je suis rentré par rapport au ruban, mais bon, je suis rentré très léger parce que c'était pas un token, ouais, il a pas fait un énorme rebond. Ouais, il revient petit à petit sur son ruban. Et surtout, c'est un token qui est pas vraiment hype pour ce bull run, qui était très hype en 2021, mais moins maintenant. Donc ça aussi, je le prends en compte. DYDX, qui est lui intéressant parce que ouais, tout le long, il se fait rejeter. Enfin, on passe au-dessus du ruban avec le pullback. Donc là, pareil, de nouveau intéressant de se positionner par ici. Mais même chose DYDX, vous voyez, si on dézoome, bon, on a de la marge, quoi. C'est prendre toute sa place par hyper liquide. Donc c'est pour ça, là aussi, j'y suis allé tranquille. On a aussi le fait, vous voyez, le fait qui est très intéressant lui aussi. Tout le long, vous voyez, il s'est fait rejeter. Là, enfin, il passe au-dessus. On avait une première entrée ici que j'ai loupée. Malheureusement, tant pis. Et là, du coup, on peut avoir une deuxième qui peut être intéressante dans ce niveau-là. On avait le hype aussi. Alors, le hype, je suis pas rentré parce qu'il est très haut. Mais lui, je le considère un peu comme BGB. Très, très grosse force acheteuse. On voit le rebond qu'il y a eu là depuis le bottom. C'est assez ouf. Très grosse force acheteuse. Il est très hype. C'est pour ça d'ailleurs, il s'appelle hype, mais très hype dans l'écosystème actuellement. Donc, ouais, gros potentiel. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'entrée, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce que, vous voyez, juste ce ruban, on doit être à un bon moins 20%, moins 30%, ouais, moins 20%. Donc, il y a de la marge. Donc, je suis pas rentré dessus, mais je surveille. Il y a le jupe qui est super intéressant, vous voyez, où, pareil, on se fait rejeter. Enfin, on break avec une belle amplitude. Et là, boum, on vient retourner dedans. Donc là aussi, plutôt pas mal. Le link sur lequel je suis déjà rentré aussi, pareil, là, il y a un peu de marge. Ouais, on a fait un beau push. Derrière, il y a un peu de marge avant de revenir dedans. Mais ça peut être intéressant, surtout que lui, en fait, c'est l'un des tokens qui, en général, pump, j'ai remarqué, le plus rapidement en début de cycle, après que Ethereum pète. Donc voilà, ça peut être pas mal. Pit, sur lequel je suis rentré assez fort. J'étais rentré une première fois ici, l'autre jour, rappelez-vous, mais avec un tout petit capital.
pour essayer de suivre la tendance, mais bon, ça n'avait pas marché. Et là, du coup, je suis rentré plus fort en me positionnant donc à ce niveau-là. Pareil, vous voyez, tout le long, on se fait rejeter. Et là, boum, enfin, on break. On arrive du coup à faire une belle première amplitude. Et là, boum, on vient corriger un peu fort. On vient chercher du coup les moins 30%. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau des funding. En fait, toute cette zone-là, vous voyez, c'est la zone orange qu'on commence à construire sur le funding. Et dès que, boum, on commence à corriger, bah, c'est la zone bleue. Et en général, bah, on corrige, vous voyez, dans une tendance qui est haussière. Et là, derrière, boum, on remonte. Et du coup, ça refait tout l'orange. Et on recorrige toute la zone bleue au niveau des funding. Et on recommence orange, etc., etc. Donc voilà, à voir. Ça peut être pas trop mal. Il y avait le PIT aussi, vous voyez, qui est très similaire à PIC, même si je préfère PIC que le PIT. Ensuite, j'avais vu le TAO. Alors lui, c'est un peu comme le hype, vous voyez, et le BGB, très forte force acheteuse, gros potentiel, beaucoup de hype sur ce token. Mais derrière, pareil, il y a encore une grosse amplitude à aller chercher pour aller dans ce ruban, donc je suis pas rentré dessus. Et le dernier, tiens, qui peut être intéressant, alors c'est XRP. XRP, il n'y a pas vraiment de ruban, il n'y a pas vraiment de hype, mais je me dis, à surveiller, parce que lui, c'est pareil. Lui, il est assez impressionnant, mais à chaque fois, c'est, vous voyez, tout plat, pump, tout plat, pump. Et ensuite, pareil, tout plat, pump. Là, pareil, tout plat, pump. Toujours pareil. Et là, en fait, il nous a fait, vous voyez, il commence à faire une jolie petite, joli petit range. Et c'est toujours compliqué de rentrer parce que, vous voyez, pareil, si tu mets ton stop loss plus bas, faut aller chercher moins 40%. Donc, plutôt rentrer, si on revient, vous voyez, en bas du range ici, ça peut être intéressant. Mais surtout, surveiller le jour où on casse, en fait. Le jour où on casse, moi, je serai devant mon PC à rentrer dessus parce qu'en fait, le jour où on casse ça, bah, souvent, lui, quand il casse ses plus hauts, bah, il met un peu de temps, puis quand il casse, poum, il décolle, quoi. Donc voilà, tout ça à surveiller. Le dernier que je veux vous montrer, alors c'est pas pour rentrer, mais c'est juste pour analyser, c'est ETH. Parce que ETH, rappelez-vous, la zone des 2800$, je vous ai fait un tweet, on était sur cette bougie en train d'attaquer 2008, et j'ai dit, attention, gros point pivot, vous voyez, de nouveau, on le voit ici, gros point pivot, un peu comme les 92 000 sur BTC. Et de nouveau, là, on s'est rejeté. Et en fait, le total 3, il suit à peu près le même schéma. Et pareil, là, on peut mettre un peu de temps, vous voyez, à corriger, puis remonter tranquillement pour ensuite le casser. Enfin bref, voilà pour tout ça. Ça fait beaucoup d'altcoins. J'ai l'impression d'être en que season de 2021. Mais bon, au moins, je vais vous montrer sur quoi je me suis positionné et sur quoi, voilà, qu'est-ce que je regarde en fait. Maintenant, je peux vous montrer un peu comment je suis rentré sur ces différents altcoins. Alors déjà sur Zoomex, alors j'en ai fait quelques-uns, vous voyez, j'ai fait Cookie. Alors en fait, à chaque fois, je mets des petites positions au début pour rentrer une première fois et ensuite je mets mes ordres. Là, j'ai mis un seul ordre sur Cookie à 0,15 centimes. Et ensuite, derrière, moi, je me laisse, mais en fait, mes liquidations. Parce que c'est mon style de trading où, bah, vu que c'est très risqué, ça sert à rien de remettre un stop loss super serré. Ou alors, ouais, je fais en sorte que ma liquidation soit mon stop loss. Et ce que je fais sinon, pour éviter de perdre des frais, c'est que je monte mon stop loss juste au-dessus de ma liquidation. Moi, quand tu te fais stop loss, tu perds un peu moins de frais que le fait de te faire liquider. Je suis rentré aussi, pareil, sur Chiliz avec 2 ordres qui sont ici. Il y a AKT aussi, avec les 2 ordres qui sont là. Et PIC, je suis rentré un peu plus fort que les autres avec, pareil, je suis rentré ici avec 2 ordres juste là. Et ensuite, j'en ai mis d'autres. Donc voilà, là, il y a tous mes ordres. Ouais, PIC, Cookie, Chiliz, AKT. Donc ça, c'est sur Zoomex. D'ailleurs, si jamais Zoomex vous intéresse, n'hésitez pas à passer l'inscription. Vous avez tous les bonus qui vont avec et les réductions de frais de transaction. Et ensuite, j'en ai mis aussi sur Bluffin. Alors, j'ai mis le premier PIT qui est ici, vous voyez, avec donc une première entrée ici et surtout, alors à chaque fois, c'est des petites entrées en général que je mets et une plus grosse deuxième entrée plus bas parce qu'en fait, c'est souvent le bas du ruban. Donc là, j'ai mis à 0,15.9. Ensuite, j'ai mis le jupe qui est juste là. Vous voyez, de nouveau, je rentre ici avec une deuxième entrée à ce niveau-là. Et le dernier, c'est TYDX avec pareil, une entrée et une première entrée ici, la deuxième entrée ici. Et ensuite, tiens, j'ai mis le FET aussi. Le FET qui est juste là, tac, avec, alors je suis pas rentré dessus, mais vous voyez, j'ai 2 entrées à ce niveau-là. Parce qu'en fait, le FET, je crois, il y avait trop de delta pour rentrer à ce niveau-là. Donc, je préférais mettre 2 ordres limites en haut du ruban et en bas du ruban. Et le dernier, c'est le DYDX où là, je suis je crois que je vous l'ai déjà montré. Ouais, je l'ai déjà montré. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour Zoomex et Bluffin. Donc j'en ai quand même pas mal. Mais voilà, c'est pas des gros capitaux. Vous voyez, c'est-à-dire en margin, j'ai mis des 1000, 1005 par trade. Donc ça me fait peut-être 5 à 10 000 $ au total sur ce que j'ai mis. Ça peut être beaucoup, mais par rapport à mon capital, moi, ça reste assez faible. C'est pour ça que là, je prends pas trop de risques. C'est-à-dire que je suis pas du tout en mode vas-y, all-in altcoin sur ça, parce qu'il y a beaucoup de risques. Même si je trouve que bon, il peut y avoir une petite entrée intéressante. En fait, des petites entrées intéressantes comme ça, il peut en avoir plusieurs. Il peut en avoir 4, 5, 6, 8 avant que ça décolle vraiment. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas trop se précipiter non plus. Et en fait, trader des altcoins, c'est vraiment spécial, quoi. C'est pas trader Bitcoin, c'est beaucoup plus de patience, je trouve. Parce qu'en fait, Bitcoin, tu vas avoir beaucoup plus de setup pour rentrer avec des performances à aller chercher facilement. Enfin, plus facilement, plus t'en as plus. Par contre, c'est des performances qui sont moins grosses en général. Les altcoins, c'est beaucoup plus dur d'aller choper une phase haussière. C'est beaucoup plus dur d'aller choper le moment idéal. Par contre, quand tu le chopes, bah, tu prends beaucoup plus. Et du coup, en fait, il faut vraiment être patient et y aller progressivement, pas se précipiter en termes de capital.
Et ça, c'est, je pense, le plus dur. Donc voilà, et du coup, ça, c'est sur Bluefin. Pareil, si jamais Bluefin vous intéresse, n'hésitez pas à passer inscription. C'est l'une des plateformes que j'utilise le plus avec ZoomX. Je pense que c'est 2 plateformes que j'utilise le plus, Bluefin et ZoomX. Et en plus, Bluefin, là, je crois, pendant une trentaine de jours, ils vont réduire les frais de transaction de moins 20% juste pour les 30 prochains jours. Donc, ouais, n'hésitez pas, je vous mettrai là aussi le lien en description. Et le dernier, c'est Femex. Et Femex, j'avais déjà, alors, je vous ai déjà montré des trades. Il y en a pas mal que je me suis fait sortir, enfin, pas en négatif, mais par exemple, j'ai fait prête, j'ai pris DTP parce que j'avais monté mon stop loss en fait au-dessus de mon entrée et du coup au-dessus des anciens plus bas et du coup hop il a été pris. Il y en avait quelques-uns aussi sur lesquels je suis rentré où je me suis fait sortir, je sais plus lesquels. Ah oui, ils sont ici, vous voyez par exemple Brett, ouais, j'ai pris 3007, il y a eu Pengu, j'ai perdu 1005, il y a eu Jup aussi, j'ai perdu 1005. Et là du coup ce qui me reste donc c'est mon trade sur Link. Link, j'ai fait l'erreur. Ouais, là j'ai fait l'erreur de trop me précipiter où j'étais en mode je pense que c'est un token qui va le performer direct après Ethereum. Du coup, je me suis un peu trop précipité. J'ai mis une trop grosse quantité de position à ce niveau-là. Là, oui, ça, c'est une erreur que j'ai faite. Après, derrière, du coup, j'ai un deuxième ordre qui se situe juste ici en dessous, vers les 15.2. Et du coup, normalement, j'ai mon stop loss, enfin, mon allocation qui sera en dessous du ruban. Mais c'est vrai que je me suis un peu trop précipité. Ce serait à refaire. J'aurais mis moins de marge, moins de position ici et un peu plus bas à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième sur lequel je suis rentré, c'est Usual. Alors, lui, très, très légèrement, vous voyez, j'ai mon stop loss très serré et une petite position à ce niveau-là. Parce que, pareil, Usual, comme je l'expliquais, bon, il n'y a pas eu un gros pump dès le début, donc j'y vais tranquille. Et par contre, celui qui a super bien marché, c'est Mood. Mood, lui, c'est abusé. Lui, je sais pas comment c'est possible. Ouais, ça c'est typique, ce que j'expliquais avant, où en fait les altcoins, il faut être très patient parce que tu vas devoir tester peut-être 5, 6, 8 fois avant de trouver le bon setup qui va faire que ça a marché. Par contre, quand ça a marché, ouais, là, comme Mood, j'ai pris 600% quoi, sur mon trade. En 600%, les gars, en levier x10. Donc ça veut dire que là, ouais, je suis à, je sais pas, on voit le pourcentage, je suis à 6672%. Et je crois que je suis monté quasi à 10 000%. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais avec, j'ai mis j'ai mis 800 de margin, je suis monté à un truc comme 80 000 de profit. Alors j'ai pris des profits, j'avais pris malheureusement un premier profit ici sur cette correction parce que j'ai mis mon stop loss un peu trop serré, du coup je me suis fait sortir, j'ai pris 12 000 et j'ai repris 5 000 de profit par ici, il me semble. Ouais, ça doit être ça. Donc, j'ai pris un 17 000 de profit au total. Et là, au maximum, je suis remonté à 40 000 à ce niveau-là. Et là, pour l'instant, je le laisse. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de TP vers la TH. Et d'aller TP, vous voyez, hop, vers la TH qui est ici. Donc, on n'est plus très loin en réalité. Vous voyez, on est juste là. On est beaucoup plus près de sa TH que de ma position ici. Et je me dis qu'en fait, là, j'ai tellement de marge. Ça veut dire que même si là, vous voyez, le token, il se met à corriger très fort et à faire un truc comme ça, mais j'ai tellement de marge que en fait je peux m'encaisser une baisse de moins 50%, moins 60%, vous voyez, facile, moins 60, moins 70, même moins 80, je peux m'encaisser moins 80%, je serai toujours dans le trade. Et mon but c'est d'aller chercher ce TP pour sortir encore 50 000, je crois que c'est 50 000, et relaisser encore la moitié 50 000 pour laisser plus tard. Et ça, vous voyez, c'est un trade où avec 1005 d'entrée, je vais pouvoir retirer 50 000, 100 000 au total assez facilement. Mais il y en a peut-être 1 sur 20 quoi, des entrées comme ça, donc c'est pas facile à choper. Mais bon, c'est risqué. Moi, c'est ce qui m'avait permis de péter en 2021 en termes au niveau de mon capital. Pour l'instant, ça n'a pas été très rentable pour ce bull run là, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que tu vas avoir cette technique-là, en tout cas moi que je fais, c'est tu vas avoir beaucoup de pertes pendant longtemps et le moment où en fait t'es parfait dans l'entrée, et ben tu prends énormément de gains en très peu de temps. Et du coup, en fait, ça te permet de renta tout ce que tu as eu avant, mais largement. Mais pour ça, faut être patient, faut pas trop griller sur la liquidité, et c'est pas facile, quoi. Donc voilà, et là, pareil, si jamais ça vous intéresse, Femex, vous l'avez aussi en description. On finit avec le commentaire de jour de Nikki Picture qui me dit « Magnifique, Lonmar Piguet. Par contre, le A ne se prononce pas dans Royal Oak. » Et ça a été nombreux à me le dire, et j'avoue, j'abuse un peu. Alors, c'est dans la dernière vidéo où je vous parlais de Hard Trade, et je vous parlais de la montre Royal Oak qui était du coup on pouvait acheter. Du coup, j'ai participé à la rafle et j'ai pas été sélectionné. Je crois qu'on était 14, donc j'ai une chance sur 14. Et je l'ai prononcé Royal Oak. Alors que je savais en plus c'était Royal Oak. Mais ouais, j'ai pas fait d'effort. Mais je crois en fait les montres, c'est pas trop mon truc. Parce que je me suis acheté une Rolex. C'est une Rolex Datejust fond vert, il me semble. Ouais, c'est fond vert Royal Datejust si je me trompe pas. Et une montre plutôt cool que j'ai acheté genre 12-13 000 euros. Et je l'ai acheté les gars il y a 1 an. Je ne l'ai jamais porté. C'est-à-dire que là, elle est encore dans mon placard. Je ne l'ai jamais porté. Alors que ça fait 1 an que je l'ai. Et c'est parce que en fait, je crois que je suis pas trop intéressé par les montres. Je crois que c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop en fait l'image que c'est d'avoir une montre chère. C'est-à-dire que, enfin, ça me va pas avec moi. Parce que oui, je suis beaucoup plus dans le pratique que dans l'esthétique en général. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je suis tout le temps par exemple en short de sport, en t-shirt de sport parce que je trouve ça pratique. Et je porte jamais de montre parce que je trouve pas ça très pratique. Et si je porte une montre comme ça, genre qui va 10-15 000 euros sur mon poignet, j'ai l'impression de donner l'image de dire regardez, j'ai de l'argent et c'est pas vraiment ce que je veux. Mais j'ai rien contre ça. Et j'ai la majorité de mes potes qui ont des grosses montres
et je trouve que ça va bien avec eux et je suis très ok avec ça. Mais moi, au final, je pensais prendre une montre pour pouvoir la porter, mais au final, je l'ai jamais portée, quoi. Et je me dis, au final, ça fait un investissement, mais en fait, acheter des montres comme ça qui valent 10, 20, 30 000 euros pour de l'investissement, en vrai, ça peut être cool, mais je trouve qu'il y a des meilleurs investissements à faire, que ce soit dans l'immobilier, même les cryptos, etc. Après, bon, ça diversifie. Mais je pense qu'une montre, en fait, quand on achète une, c'est plus pour le plaisir qu'elle te provoque et les émotions qu'elle te donne et le fait de kiffer de la porter que de vraiment investir dedans. Mais bon, c'est pas pour autant que, oui, je suis quand même, j'essaie de gagner des montres sur la retraite, quoi. Mais parce qu'après, c'est vrai qu'il y a des réductions qui sont quand même hyper intéressantes aussi. Bon, voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Elle était un peu longue, elle était cool. J'espère qu'elle vous a plu parce que j'ai essayé de mettre un peu de temps à trouver le bon setup sur les altcoins, à la structurer pour qu'elle soit intéressante et pas trop longue, même si bon, ça fait déjà 1 heure que je parle. N'hésitez pas qu'en étude, voilà, passez en commentaire. Vous avez plutôt en description, vous avez Bluefin, ZoomX, si vous voulez trader. Aussi en commentaire, n'hésitez pas à me dire quelle montre vous avez et quelle montre vous voudrez avoir. Ça serait intéressant. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Moi, je vous dis à plus. Ciao!